Et les islamistes font des petits, c'est-à-dire que ça pousse aujourd'hui comme des champignons. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, on était tous scandalisés d'Elias Dimsalen, cet islamiste fiché S qui appelait à l'intifada dans les rues de Paris. À l'époque, ça avait fait bronca, évidemment, les gros titres. Il y avait eu la saisie d'un article 40 et aujourd'hui, eh bien, on n'en est pas au stade où Elias Dimsalen aurait pu être condamné et tout le monde se serait calmé, non. Ils vont même jusqu'à imprimer des banderoles et c'est récupéré par absolument tout le monde. C'est ça qui est absolument grave aujourd'hui et à quel point, qui montre à quel point aussi ils sont en train de conquérir le terrain. Et place de la République, effectivement, c'est de plus en plus insupportable. Moi, je ne comprends pas qu'à un moment, on ne soit pas en capacité aussi d'interdire tout simplement cette place de la République à ces gens-là qui, à chaque fois, quand même, font des tags, font des dégradations. Et là, à nouveau ce soir, soutien aux policiers qui sont encore une fois obligés d'être mobilisés. C'est vrai qu'il y a un énorme laxisme. Eric Tegner, ils dormiront pas, il n'y aura pas d'incarcération. Il n'y aura peut-être même pas de garde à vue, ils peuvent être là, il y a évidemment une grande difficulté pour les interpeller, ils peuvent appeler au soulèvement. Elias Dimsalen, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quelques mois de prison avec sursis. Bon, voilà. Oui, mais c'est normal. Amende. Ils ont leur carte d'abonnement, d'adhérent à Place de la République. Ils ont pris 12 mois, ça va continuer en permanence. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est l'incohérence de ces gens-là. Moi, tous ceux qui veulent se battre, qui disent qu'il faut absolument être dans cette logique de guerre, qu'ils aillent par exemple sur le front russe, qu'ils aillent aider les Ukrainiens, qui se rendent dans la bande de Gaza et qui prennent les armes aux côtés de leurs amis du Hamas ou encore qui rejoignent le Hezbollah. Ceux qui nous disent aussi... Alors qu'ils ne reviennent pas en France. Hein. Dans le fond, bien entendu. Ceux qui disent que dans le fond, eh bien, les pays arabes, c'est un modèle qu'ils aillent en Arabie Saoudite, là où les homosexuels sont lapidés. Alors tous ceux qui vont nous dire également que le Maghreb, c'est génial, qu'ils aillent, comme cette semaine, faire des manifestations au Maroc, où là, pour le coup, l'usage de la matraque est utilisé de façon beaucoup plus importante qu'il ne l'est en France. C'est ça la vérité. Il y en a ras-le-bol de gens qui détestent la France, qui passent leur temps à dire que la France est raciste, qu'il y a de la violence policière, parce que, pardonnez-moi Gauthier, d'autres vont parler de ce qui s'est passé ce soir, parce qu'à partir du moment où on voit un policier avec une matraque et un bouclier, on va tout de suite parler de violence policière. Donc c'est ce sujet qui va tourner en boucle. Ça va être ça pendant toute la soirée sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est insupportable. Ils veulent détruire. Et moi, pour le coup, contrairement à Sébastien, dans le fond, je suis plutôt pour ce type de manifestation, parce qu'à un moment, vous savez, c'est un peu comme l'élection de ces députés de la France Insoumise. Ça nous montre quand même qu'il y a une certaine partie de la population, certes minoritaire, mais qui soutient ce genre de choses, qui n'est pas choquée par ce genre de choses. Il y a une trentaine d'années, il y aurait pu avoir des manifestations géantes contre le fait qu'il y ait des islamistes et des antisémites dans les rues. Et aujourd'hui, tout passe crème. Eric Tegner. Je ne peux que souscrire à cette invocation de l'histoire très brillamment menée par Éric Revel ce soir. Il y a une love story entre les Éric ce soir. C'est émouvant de vous voir comme ça. C'est bien quand on parle d'histoire. Mais vous savez, moi, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point Olivier Faure n'a aucune estime de lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il vient à une manifestation, il se fait insulter, il fait semblant de ne pas comprendre, il fait semblant qu'il n'est pas exfiltré, évidemment. Il a dû prendre rendez-vous pour la prochaine manifestation. La vérité, c'est que le Parti socialiste a été habitué à cocufier l'ensemble des Français et donc ils sont habitués eux-mêmes à se faire cocufier. Parce que c'est ça qu'on est en train de voir. Et c'est ce qui dégoûte quand même la scène politique. Imaginez si à droite, Éric Ciotti, elle a un meeting du Rassemblement national qui se faisait traiter de collabo. Ça paraît absolument fou de l'imaginer, c'est impossible. Même si quelqu'un des Républicains avec qui le Rassemblement national est opposé, par exemple Bruno Retailleau, se rendait à une manifestation du Rassemblement national, à aucun moment quelqu'un irait l'insulter comme ça. Ça montre quoi? Ça montre la radicalité de ces militants. Ces militants qui considèrent que l'UNEF, le Parti socialiste, c'est déjà des fascistes. Ces gens-là qui ont dit que Ruffin, finalement, c'était quasiment un pétiniste. C'est ça, c'est se mettre dans leur esprit. Eux, pour eux, quand ils vont parler, et dans le fond, je mets tout le monde dans le même sac, hein, les institutions, l'ARCOM, etc. Quand ils sont en train de vous dire qu'ils veulent une pluralité, on a l'impression que la pluralité, c'est entre l'extrême gauche et la gauche. Et que tout ce qui est finalement déjà la gauche, c'est déjà l'extrême droite. Donc après, tout le reste, il faut l'éliminer. Imaginez quand même le niveau de sectarisme de ces gens-là. Voilà. Et je rappelle donc juste qu'il y a quelques jours, dans les rues de France, il y avait plusieurs guillotines, je crois qu'il y en a eu 2, qui se baladaient comme ça, avec des noms inscrits sur l'échafaud, justement, de personnes à guillotiner. Oui. Voilà. Et avec les gens qui dansent autour. Voilà l'extrême gauche, voilà l'ultra gauche, voilà l'état de notre pays. Voilà. Et vous voyez, ils inscrivaient des noms, ces militants, j'aime bien. Aucun lien avec la France insoumise, aucun. Ils doivent voter, encore une fois, pour les Républicains. Ami, du coup. Oui, non mais rendez-vous compte quand même, le niveau de tension
dans lequel on est, quoi. Mais ce qui est fou là, dans ces images, on les avait commentées, c'est que on a l'impression que c'est rentré dans la culture populaire. Les gens chantent, les gens dansent autour. Vraiment, c'est une grande kermesse. Ouais, ils sont heureux. Cette kermesse, mais rappelez-vous, vous savez, lorsque pendant la Révolution française, on guillotinait des gens, pouvant en guillotiner une centaine pendant la journée, on donnait ça au peuple. Le peuple en face avait soif de sang, etc. Vraiment, on est retombé là-dedans. Mais François-Xavier Bellamy, concernant son agression, pardonnez-moi, mais s'il y a bien quelqu'un de gentil, de sympathique, d'ouvert, de philosophe, justement, parce qu'il est, c'est François-Xavier Bellamy. Et donc, je ne vois pas ce qu'il y a de radical chez François-Xavier Bellamy, qui est toujours dans l'écoute. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Là, il allait justement au Parlement européen parce qu'il travaille, il essaye de défendre les intérêts français. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais souvent il débat. On voit comment il a débattu, par exemple, avec Hugo Clément, avec qui s'écharpe beaucoup sur l'écologie. Et ces gens-là disent que François-Xavier Bellamy doit aller à l'échafaud. Non mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils disent « Oui, mais on met à l'échafaud que les dingues, ceux qui nous insultent, etc. » Voilà, non, en fait, ils veulent mettre à l'échafaud tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais je pense à ça parce que hier, là, vous venez de qualifier Bellamy de quelqu'un de gentil. Et hier, on s'est un peu moqué des militants d'ultra-gauche et vous avez dit leur première caractéristique, c'est qu'ils sont méchants. Ouais. Et donc, ils veulent, bien sûr. ils veulent décapiter quelqu'un qui est gentil. Bellamy n'est pas d'extrême gauche. Non, non. Oui, bien sûr, mais c'est comme quand ils s'en prennent aux femmes, etc. C'est en permanence. Mais où est la violence au bout d'un moment? Où est la violence? De quel côté est la violence? Question rhétorique. Qui met des guillotines, des échafauds, donc veut couper des têtes? Qui a des posters de Robespierre dans sa chambre? Qui joue au petit commissaire politique à l'Assemblée nationale et fait venir l'entièreté de la télévision française, de la classe politique, les grands patrons pour jouer au grand inquisiteur? Où est la violence? Qui appelle au soulèvement dans les rues de Paris? Où est l'antisémitisme aujourd'hui? Enfin, je veux dire, comment après on ne peut pas hiérarchiser le danger politique pour 2027? Vous voulez dire un mot, Eric? Oui, je disais sur les menaces. Il y a une différence quand même qui est notable, moi qui regarde vraiment tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a aucun responsable politique évidemment qui a légitimé d'une quelconque façon que ce soit les menaces à l'égard des magistrats, mais il n'y a même pas eu d'influenceurs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de personnalité en vogue sur les réseaux sociaux, sur une droite plus radicale, etc. Aucun. Alors que lorsqu'il y a des menaces, en règle générale, contre des journalistes, contre des personnalités politiques de droite, etc., soit on va carrément voir des députés ou des élus de la France insoumise les légitimer, soit on va voir, et ça c'est systématique, l'ensemble des gens, la Zawa Prod, etc., tous ces influenceurs d'extrême, mais qui ont des millions de... La Zawa Prod? Oui, ils sont très forts sur Twitch. Vous avez perdu tous les téléspectateurs. Non, ils sont très forts sur Twitch, ils ont interviewé Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucun problème, c'est simple. Pour ceux qui nous écoutent, c'est ceux qui potentiellement peuvent influencer vvos enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ces gens-là, à chaque fois qu'il y a une menace de mort contre quelqu'un de droite, eh ben, ils en sont ravis, ils s'en satisfassent. C'est quand même une différence. Dans le même point presse, je tiens à préciser que Emmanuel Macron et Éric Tegner s'est inquiété pour les Français de la flottille pour Gaza, en disant « Nous demandons que les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés ». Dans le même point presse. C'est pour ça que tous les soirs, je combats ceux qui, sur le plateau de télévision, demandent à ce qu'Emmanuel Macron s'exprime. Je suis pour qu'Emmanuel Macron ne s'exprime pas. Mais bien sûr, parce que vous savez, c'est comme dans l'économie, en règle générale, quand ils vous donnent dans la poche droite, ils vous font la poche gauche. Et en général, ils en prennent beaucoup plus. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, quand même, en fait, c'est exactement le problème qu'on a en France. C'est-à-dire que cet homme, il est britannique aujourd'hui et effectivement d'origine syrienne. Mais l'énorme problème face auquel on est en Europe, c'est qu'aujourd'hui, les terroristes, les islamistes, les antisémites sont devenus des Européens. On leur a conféré, on ne les a pas seulement accueillis, on leur a conféré quand même la nationalité du pays. Et face à cela, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas se contenter de dire on va les renvoyer parce qu'effectivement, moi, ça m'a été surpris le soir où Bachar al-Assad est tombé. On se rappelle comment à Paris, il y avait des centaines de manifestants syriens qui se réjouissaient et tout le monde se disait bon, peut-être que demain, ils vont prendre l'avion, le train et ils vont rentrer chez eux. Mais personne n'est rentré en Syrie. Et c'est ça l'énorme problématique face à laquelle on est. La différence quand même, c'est ce que je note, c'est que les Britanniques sont en train de se réveiller. Tout à l'heure, Jules, plutôt Sébastien, pardon. Oui, on peut les confondre. Hein. C'est ce qui m'est arrivé. Disait hors antenne. Filippo et Mario. C'est important. Keir Starmer veut revenir sur le regroupement familial. Et vous savez, si ce genre de cas était arrivé en France, et ça peut encore arriver, je pense à Rachel qui nous alerte à chaque fois sur ce type de fête juive en disant qu'évidemment, on peut avoir des actes terroristes et antisémites ce jour-là. Mais en France, on en sera encore au stade de dire non, ce n'est pas un attentat islamiste. Tous les titres de presse diraient c'est un Français qui a commis un attentat et il faudrait 3 ou 4 jours avant de pouvoir révéler qu'effectivement il est d'origine syrienne. Oui, c'est partout aujourd'hui, c'est partout sur le territoire qu'on retrouve avec ça. C'est-à-dire, imaginez quand même
la terreur, l'effroi quand même de la famille d'Ilan Halimi. On est obligé d'ailleurs, il était obligé d'être enterré ailleurs. C'est-à-dire que c'est cette situation qu'on vit avec ces gens. Mais vous savez, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, il est enterré en Israël. Mais bien sûr, pour que la tombe ne soit pas profanée. Et je crois que c'est sa sœur qui avait témoigné et voilà, qui avait dit que c'était la meilleure décision parce que à chaque fois, c'est un peu comme l'antisémitisme en France, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une partie de l'extrême gauche et une partie de l'immigration qui est contre les Juifs de France et en même temps, ils sont contre Israël. En fait, on a l'impression qu'ils sont simplement pour leur éradication. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et juste sur l'histoire de la CEDH, pardonnez-moi, Eric Revel, mais en fait. En attendant, il n'y a aucun président français qui a essayé ne serait-ce que de remettre en cause le regroupement familial. Donc c'est ça l'énorme problème. Et ensuite, on pourrait tout à fait faire comme les Britanniques qui, dès 2013, avec David Cameron, avaient fait l'accord de Brighton, c'est-à-dire qu'ils avaient su faire un rapport de force et avoir des dispositions favorables pour eux. Oui, cette image, elle est folle. Hein, et Elisabeth Badinter, ça fait du bien parce qu'il y a une gauche qui existe. Mais vous savez, moi, ce qui me marque, je l'entends souvent en ce moment sur Europe 1 chez Christine Kelly, il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent et qui disent qu'ils étaient électeurs socialistes pendant des années, une trentaine d'années, et ils ont basculé Rassemblement National. C'est vrai. Et moi, vous savez ce que c'est qu'un électeur RN? C'est un socialiste qui s'est fait agresser. Ouais. Et croyez-moi, j'ai pu le constater sur le terrain. On en connaît. On en connaît. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est-à-dire que quand même, la bascule, elle est immense. Hein. On pourrait se dire, il passe de socialiste à centre-droit, peut-être les républicains, etc. Non, en règle générale, ça se fait d'un coup. Et ça se fait d'un coup parce qu'effectivement, ils le vivent aujourd'hui. Ils voient ces images, ils le vivent dans leur village, ils vivent des agressions, ils vivent aussi dans leur propre famille de voir à quel point il y a du sectarisme de la part de l'extrême gauche. Et aujourd'hui, la voix que peut porter Mme Badinter, avec qui je partage assez peu de convictions sur le fond, évidemment, parce que je ne suis pas de gauche, ça fait quand même du bien. Non, voilà. Édition spéciale. Là, les bras m'en tombent. Édition spéciale. Éric Tegner n'est pas de gauche. Alors, le voile, parce qu'il y a eu cette affiche à Strasbourg qui a fait couler énormément d'encre. On voyait cette femme voilée avec la vie douce strasbourgeoise. En plus, ils n'ont pas besoin de mettre d'affiche. Parce que parce qu'aujourd'hui, c'est des villes, Strasbourg, comme d'autres villes, où on voit de plus en plus de femmes voilées. Et regardez ce que fait Ercilia Soudet, le voile, on va arrêter de se laisser faire. Donc c'est quasi, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une espèce d'appel à la révolte, quoi. Comme si la police française allait s'attaquer aux personnes qui portent le voile en France. Déjà que la burqa, on n'arrive pas à faire appliquer la loi, alors bon... Mais c'est qui on? Oui, alors ça fait réagir. Hein. Valérie Boyer, la députée, elle est députée ou sénatrice LR? Sénatrice LR. Je demande à Ercilia Soudet, est-ce que des femmes mutilées, violentées ou celles qui par courage risquent leur vie pour refuser de porter le voile seront invitées à témoigner lors de ce grand rendez-vous? Florence Bergeau-Blaclair, qui étudie sur les frères musulmans, LFI, le parti proto-islamiste, s'engage pour le voilement obligatoire de la femme musulmane. Alors, et vu que vous aviez commencé à en parler, Sébastien, je vous redonne la parole, parce que ça résonne avec ce que vous disiez. Un appel à porter le voile, un appel à se révolter quand le voile est critiqué dans l'espace public. Éric. Si je peux me permettre de défendre la France insoumise sur le coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme de cohérence dans ce Pardon. Mais oui. Et pardonnez-moi, moi, je veux bien qu'on accuse toujours la France insoumise, mais en fait, ce sont les centristes et les macronistes qui ont fait rentrer plus de 2 millions d'étrangers dans le pays depuis 8 ans. Moi, je trouve ça hypocrite d'aller chercher des populations arabo-musulmanes avec leur culture, de leur dire quand vous venez, rappelez-vous, il n'y a même plus le débat entre intégration et assimilation, on a abandonné ça. Maintenant, si déjà il y a de l'intégration, c'est pas mal. On leur dit surtout, vous venez, vous restez comme vous êtes, parce que de toute façon, nous, il faut battre notre coupe. On a fait des crimes contre l'humanité en Algérie, donc venez comme vous êtes et restez-le. Oui. Et après, on s'étonnerait qu'il y ait des femmes voilées sur des affiches. Moi, d'ailleurs, je vais même vous dire, je pense que les macronistes qui font venir des millions d'étrangers sur le territoire, pour le coup, font beaucoup de mal à la France parce qu'ils créent une déception chez ces populations qui, du coup, pensent à cette idée d'islamophobie parce qu'à un moment, on leur dit « tu peux venir, tu peux avoir ton voile parce qu'on n'est pas contre le port du voile dans l'espace public, etc. Mais s'il y a une photo, tu sors de la photo ». Pardonnez-moi, mais la France insoumise, ils sont cohérents. C'est-à-dire qu'ils veulent des millions de musulmans en plus sur le territoire, et donc ils veulent qu'ils soient élus, ils veulent qu'ils soient promus, ils veulent qu'ils soient sur la photo, et étant donné qu'ils n'ont pas eu leur place pendant des siècles, eh bien ils vont prendre notre place. C'est ça en fait. Donc si on lutte pas contre l'immigration, de toute façon, c'est normal qu'il y ait ce genre de choses. Et donc hier, Emmanuel Macron a dit qu'il n'excluait pas une confrontation avec la Russie et aujourd'hui que tout était possible et que les drones pouvaient être abattus. Je rappelle que Trump avait même dit s'il y a un avion russe, on peut l'abattre. Oui, bon, il prend quand même du temps à abattre un simple drone. Hein. Moi, je trouve que la riposte, elle est quand même assez légère. Après, sur cette histoire quand même du cargo, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que des cargos fantômes de la part de la Russie, il y en a des dizaines et des dizaines, vous savez. C'est un pétrolier, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie du pétrole russe est véhiculée
monter dans des bateaux qui vont avoir parfois, par exemple, le drapeau chypriote ou d'autres nationalités. Et c'est comme ça qu'ils vont vendre leur pétrole. Et d'ailleurs, il faut savoir que souvent, ils peuvent le vendre à des pays qui ensuite vont nous le vendre plus cher. Là, en l'occurrence, il est sous bannière béninoise. Exactement. Et l'autre élément, c'est que les Français font également, dans les renseignements, tout le monde le sait, les Français ont le même type de pratique aujourd'hui, parfois d'avoir des bateaux pour faire des renseignements. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on découvre ce cargo. Évidemment, dans le cadre d'un moment où il y a une provocation voulue de la part de Vladimir Poutine, mais bon, ça fait quand même longtemps qu'on voit des cargos fantômes aller sur les différentes voies internationales proches des côtes. Là, on utilise la situation, bien sûr, en ce moment à des fins politiques. Mais c'est une évidence, ce cargo. Et je vais vous dire d'ailleurs, ça sera très compliqué si les Russes ont bien fait le travail. Ça sera très compliqué, on appelle ça dans le jargon des renseignements le démarquage, c'est-à-dire s'ils ont bien démarqué leur bateau, ça sera très compliqué de remonter aux Russes et donc très concrètement de pouvoir arraisonner définitivement ce bateau. Voilà, en général, c'est bien fait. J'ai pas dit que les chars russes sont à Paris. Ne soyez pas naïfs. Si vous aviez, Éric Revel, écoutez notre brillant débat d'hier soir, j'ai dit dès le début que ces drones auraient dû être éliminés dès le début. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas cette distorsion. On a un Emmanuel Macron qui nous dit « Je vais peut-être devoir envoyer des mecs à Odessa, il faudra mettre des Français, des militaires devant les lignes russes ». Et que lorsqu'il y a un drone qui rentre dans l'Union européenne et qui traverse la frontière, qu'il ne riposte pas, c'est de l'hypocrisie. Donc ce que je veux dire, c'est l'hypocrisie. Et moi, Éric, pardonnez-moi, que le chef de l'État récupère. Je veux bien le croire. J'entends votre bougli-bougla politiquement correct. Éric Revel, j'entends votre bougli-bougla politiquement correct. Et si nous continuons l'heure, nous allons entendre que Vladimir Poutine aujourd'hui a été cloné, que peut-être il est malade, qu'il est fou, qu'il est totalement isolé. Qu'effectivement les chars russes je me désolidarise de mon confrère sont à nos portes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment qu'il y a une menace, évidemment que Vladimir Poutine est en train de tester l'Union européenne. En revanche, ce qu'on explique avec mon confrère Sébastien Ligné, c'est que Emmanuel Macron choisit de faire de la communication sur ce point-là, et moi je n'ai pas confiance en Emmanuel Macron. Et je vais vous dire, c'est une vaste blague qui nous parle de guerre, alors qu'on passe 14 minutes à riposter quand un drone traverse la frontière polonaise. 14 minutes. Et vous savez quoi? C'est l'OTAN qui nous bloque aujourd'hui. Ça veut dire que si des drones arrivaient en France, eh bien, il faudrait tout de suite appeler quelqu'un à l'OTAN. D'ailleurs, on ne sait pas qui appeler. Hein, vous savez, on se demande qui dirige ce truc. Ça me fait penser, vous vous rappelez, à ce président américain qui disait l'Union européenne, quand il faut les appeler, je ne sais pas qui répond au bout du fil. C'est ça l'énorme problème. Parce qu'on a perdu notre souveraineté pour nous défendre. Et c'est ce que disait d'ailleurs très récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, un brillant journaliste, un directeur d'un journal, je crois d'ailleurs que c'est votre directeur Jules Torres, Geoffroy Lejeune, qui expliquait que finalement, j'aime beaucoup l'homme, s'il pouvait être d'accord sur le fond avec ce que disait Emmanuel Macron, il s'interrogeait sur le fait de pourquoi dans ce cas-là le dire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup de responsables, de politiques qui disent faire preuve de stratégie, mais qui dévoilent à l'avance leur stratégie. Il y a peut-être une raison pour laquelle Geoffroy Lejeune dirige aujourd'hui des journaux nationaux et est invité sur des plateaux de télévision, c'est qu'il le dit beaucoup mieux que vous deux. C'est-à-dire que oui, il y a une menace russe, peut-être, avec des drones, avec des pétroliers, et oui, Emmanuel Macron s'en sert. Le problème, c'est qu'Éric Revel et moi-même avons délivré cette analyse-là de manière extrêmement claire. Absolument pas. Vous n'avez pris que la deuxième partie. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il est tellement méchant, il fait de la communication, il se sert des crises. Non, moi j'ai dit il y a un problème aujourd'hui avec les drones, il y a un problème avec les pétroliers. Alors oui, je vous accorde. Les chars russes ne sont pas à Sedan. Mais du reste, on peut quand même avoir une analyse un petit peu mesurée. Mais en plus, j'adore ce débat. Je ne pensais pas que ça serait aussi bien. Tous les deux, ne soyez pas naïfs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, retenez bien la formule. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie politique, mon cher Tegner. Donc, qu'il y ait une récupération politique, oui. Mais où votre analyse ne tient pas, cher ami, c'est que autant il y avait un effet drapeau, oui, pour la réélection du président de la République avec la guerre en Ukraine, vous savez qu'il n'est pas candidat, là. Vous savez qu'il n'est pas candidat, Emmanuel Macron. Quand on est à 17% de popularité, on a besoin d'un petit... à 16%. Donc, si vous voulez, l'effet drapeau, qu'il récupère, oui, mais quand on vous entend, et je pense que c'est le sentiment partagé des centaines de milliers de personnes qui nous suivent ce soir, c'est qu'on a l'impression quoi? On a l'impression que vous accusez presque le chef de l'État d'avoir lui-même commandé des drones parce qu'il y avait un sommet européen. On vous dit qu'il y a la moitié du peuple français qui demande sa démission ou une nouvelle dissolution et que
peut-être il a envie de changer de sujet. Éric Revel, pardonnez-moi, vous faites comme si tout le monde était d'accord avec vous. Je pense que le peu de personnes qui sont d'accord avec vous, ils sont sur une autre chaîne. Parce que vu la caricature dans laquelle vous versez, c'est quand même une réalité. Moi, ce que je note, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, se décrédibilise en permanence. Il est en train de nous parler d'un cargo, pendant ce temps-là, les Russes sont en train de conquérir une partie de Dnipropetrovsk. C'est-à-dire que sur les 4 oblasts que Poutine a revendiqués, il est en train de prendre d'autres terrains. C'est ça qui est fondamental. Mais ça, évidemment, parce que depuis le début, alors qu'il disait que les Ukrainiens pouvaient reconquérir tout le Donbass, pouvaient reconquérir la Crimée, et que finalement il s'est totalement décrédibilisé, il se concentre sur un cargo. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et moi j'ai dit depuis le début, et je suis sur la ligne de Donald Trump, je suis sur la ligne de Donald Trump. Moi je pense que les drones devraient être détruits à partir du moment où ils traversent la frontière. C'est une réalité. Si on faisait la même chose en Russie, ils tireraient. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement travailliste anglais ? Elle est nécessaire en fait. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, effectivement, ça fait des années qu'on aurait dû le faire en France. Le regroupement familial. Je rappelle que c'est Valéry Giscard d'Estaing. Mais oui, et après, il a dit qu'il s'était trompé de ce point de vue-là. C'est une folie. Mais j'ai envie de vous dire, heureusement que la Grande-Bretagne arrête le regroupement familial, mais ça ne va pas tout sauver, parce que d'une certaine façon, toute l'immigration que les immigrationnistes voulaient pour avoir une société multiculturaliste, elle est déjà en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la fin du regroupement familial, ça devait être une décision qu'on aurait dû prendre il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, la question, c'est de faire en sorte de raccompagner des étrangers chez eux. Vous savez, en France, on en parlait la dernière fois, il y a près de 4,2 millions de titres de séjour qui sont renouvelés chaque année. On devrait progressivement n'en renouveler que 50%. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a une possibilité, vous savez, on vous parle souvent de remigration, on a l'impression que ça serait aller chercher des Français d'origine étrangère et de les renvoyer dans leur pays. Non, ça serait une façon de dire, écoutez, on vous a accueillis, on vous a aidés, vous avez pu bénéficier de certaines aides, etc. Mais maintenant, il faut rentrer chez vous. Et ça, c'est complètement possible. Et on peut leur dire, d'ailleurs, il faut rentrer chez vous parce qu'il faut développer votre propre pays, parce qu'il faut arrêter de piller les ressources des Africains. Et c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'on doit tout de suite passer à cette question-là, du non-renouvellement des titres de séjour. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si je peux répondre quand mon honneur est attaqué. Allez-y. Ce qui est Éric Revel, vous me dites évidemment que vous avez une expérience bien plus importante et je le conçois. Moi, de mon côté, dans ma faible expérience, j'ai effectivement visité un certain nombre de pays, j'ai interviewé des passeurs, j'ai interviewé des migrants. Et en règle générale, j'avais cette question humaniste que vous me souffliez à l'oreille, c'est de leur dire, mais est-ce que c'est pas trop difficile quand même de quitter votre pays? Et qu'est-ce qu'ils me répondaient majoritairement? Ils me disaient, mais non, je quitte pas ma famille, je la rejoins. Parce que la vérité, elle est là aujourd'hui. L'énorme problème de la France, c'est la diaspora. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la langue française, elle attire énormément de gens dans la diaspora. C'est-à-dire dans toute la partie aussi francophone de l'Afrique. Et ça, c'est l'énorme problème aujourd'hui. C'est pas du regroupement familial qui a été ciblé. Il a ouvert les vannes aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing. Si vraiment cet homme que vous admirez, il avait voulu être malin, il aurait dit, écoutez, on le fait pendant 2 ou 3 ans et c'est tout, on le limite. Mais finalement, en fait, ils ont fait la même chose que lorsque les socialistes créent un impôt, ils vous disent, ah, c'est une augmentation des taxes, mais vous inquiétez pas, c'est provisoire. Non, c'est très bien, on l'a vu avec la CSG, c'était 1%, maintenant c'est 7%. Et c'est ça aujourd'hui la vérité. Donc moi, je souscris à ce qu'a dit Jules Torres aujourd'hui. Il faut être capacité de réduire de l'immigration zéro aujourd'hui et d'être en capacité aussi de libérer du stock et encore une fois à nouveau pour aider le continent africain. Sébastien. Immigration zéro, non, moins 2, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire en sorte d'arrêter l'immigration qui vient et de faire en sorte qu'il y ait une immigration qui reparte. Oui, non, mais je suis désolé. Quand vous avez aujourd'hui 4,3 millions de titres de séjour, des gens qui font beaucoup plus d'enfants que les Français, on est sur un phénomène de grand remplacement. C'est terminé. Vous avez dit la phrase qui fait que tout ce que vous venez de dire est impossible. Ils ont dit, ils font des enfants. Avec la juridiction européenne, pardon, parce que depuis tout à l'heure, j'entends le droit du sol. Hein. Oui. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de il faut on va devoir faire ça. Mais tout cela est impossible pour une seule raison, c'est que vous parlez de ces 4 millions de titres de séjour. C'est interdit la phrase. À partir du moment où il fait un enfant, le droit européen, la jurisprudence vous dit qu'à partir du moment où vous êtes parent, vous êtes quasiment impossible à renvoyer dans votre pays. Mais pardon, qu'est-ce que vous faites avec ça? Le regroupement familial, vous ne pouvez pas le supprimer sans passer par un référendum constitutionnel qui met le droit français au-dessus du droit européen. Donc, avant de dire il faut qu'on va ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Malheureusement, il suffit pas d'un petit tampon quand on arrive au premier bureau. Non, mais c'est juste que on est tous d'accord pour le faire, mais juste que si personne ne parle une seule seconde du droit européen dans un débat, c'est qu'on oublie le plus important. Parce que sans toucher au droit européen, on ne fera rien. Ni les millions de titres de séjour, ni le regroupement familial, ni le droit du... C'est le premier mot qu'on doit employer dans un débat sur l'immigration. Merci, le droit européen. Éric Tegner, il n'a pas un drapeau de l'Union européenne dans sa chambre, je crois.
je n'ai pas un drapeau de l'Union européenne dans ma chambre. Oui, mais vous n'avez pas parlé d'Europe une seule fois. On en parle tous les soirs ici, Sébastien Ligné. Il me semble que Éric et moi sommes d'accord pour que les normes françaises soient au-dessus des normes européennes. Je crois qu'on est pour faire un référendum, constitutionnel ou pas d'ailleurs, sur l'immigration. Vous nous entendez assez pour savoir que toutes ces questions-là, on les défend. Là, le problème, prenez-vous-en à Gauthier Lebret, on parle du regroupement familial. Donc, quand on nous interroge sur le regroupement familial, on parle du regroupement familial, on va pas parler du Mercosur. Non, parce que la question c'est est-ce qu'on peut appliquer la mesure britannique en France? Et la réponse à aujourd'hui avec nos textes, c'est Sébastien c'est tout. Donc si on ne parle pas d'une remise en cause du droit européen en premier, tout le reste de la discussion ne sert à rien. Sébastien Ligné, il incarne la défaite de la droite depuis des années. Je vais vous dire, le duo Tegner-Ligné, ils plomb dans l'aile. Ils ont vraiment, on crée des nouvelles alliances. Et moi, je suis un pragmatique. Vous savez, aujourd'hui, la gauche a réussi en 2 semaines à nous vendre la taxe Zuckman. Un truc complètement inepte, complètement faux, etc. Est-ce qu'à gauche, le débat, c'était « on peut pas, parce qu'après, il va falloir amender. » Impossible. Ils ont dit « on peut le faire, on va le faire. » Et point barre. C'est ça, la volonté politique. Et après, on a des gens qui nous disent, qui nous expliquent, etc. Et en plus, Sébastien, je vous dis un truc, la taxe Zuckman, elle n'aurait pas passé le Conseil constitutionnel. Vous savez à qui vous me faites penser? Vous me faites penser à Madame Loiseau. Parce que Madame Loiseau, lorsqu'elle débat avec Jordan Bardella parle d'immigration, elle est derrière, elle dit « ah, vous voulez quitter l'Union européenne? Vous voulez quitter l'Union européenne? C'est insupportable. » C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un effet de tenaille. On se retrouve avec l'extrême gauche qui va être violente, qui va vouloir assassiner, menacer des hommes politiques, des journalistes, des militants. Le nombre de militants du Rassemblement national, je rappelle qu'il y a 2 militants de la Jeune Garde qui, le 17 septembre ce mois-ci, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour avoir agressé des sympathisants du Rassemblement. Il y a ces gens-là. Et de l'autre côté, il y a toute une partie également des gens qui s'en prennent au peuple français. Pour citer Philippe de Villiers, qui publie très prochainement un livre qui s'appelle Populicide, on est complètement sur cette idée-là. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent détruire le peuple français et qui s'attaquent systématiquement à tous ceux qui le défendent.